Bonjour Dimitri. Bonjour, bonjour. Alors Dimitri de Kochko, nous arrivons donc à la 10e vidéo avec nous, Éveil Français TV. Nous sommes le 31 juillet 2018. Et comme je l'avais annoncé dans la 9e vidéo, en fin de 9e vidéo, cette 10e vidéo serait consacrée à un droit de réponse en votre faveur, compte tenu des éléments dont je vais parler maintenant, qui démontrent un acharnement en ce qui vous concerne d'un certain nombre d'officines médiatiques. En l'occurrence, le premier média, et surtout le premier média, quand on tape votre nom et prénom dans le moteur de recherche Google, on est surpris par la présence d'un article de Libération qui date quand même du 24 octobre 2014, ce qui quand même est très ancien pour Internet, hein, et qui trône en première place, très étrangement en première place, comme si apparemment quelqu'un finançait la première place de cet article en vue d'atténuer à minima en fait votre image, et donc de discréditer par avance tout ce que vous pourriez dire sur la Russie ou pas d'ailleurs, hein. Et vous avez très rapidement derrière, donc Libération, j'ai oublié de donner le titre, hein, l'article de Libération du 24 octobre 2014, intitulé « Les trolls du Kremlin au service de la propagande ». Donc ça c'est très argumenté, hein, je veux dire... Pour l'anecdote, moi quand j'ai lu cet article, au début je ne savais pas ce que c'était que les trolls. Pour moi c'était des divinités scandinaves, des forêts. Je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai à foutre dans les Scandinavies? En Scandinavie, je comprenais absolument pas de quoi il s'agissait. Mais ça c'est de ma faute. J'étais pas assez moderne de ce point de vue-là, quoi. Voilà. Donc j'étais vraiment pas un troll. Bah, tout le monde ne sait pas, ne connaît pas tous les termes liés à Internet non plus, hein. C'est ça, non, mais moi je ne savais pas, quoi. D'accord. Et vous avez ensuite les Inrecuptibles, hein, la version média, qui titre le 5 novembre 2014 « Comment j'ai failli me faire recruter par la propagande pro-Poutine », repris ensuite par Conspiracy Watch, en tant que tel, hein, l'article, donc c'est une répétition de cet article-là. Et donc on constate que en réalité ces articles sont accessibles depuis la première page des occurrences Google. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit il est temps peut-être parce que il y a un conflit entre les vidéos que vous nous avez offertes, hein, les interviews que vous nous avez accordées, et puis ces affirmations péremptoires qui ne s'appuient apparemment sur aucune preuve, qui sont juste des attaques ad hominem. Et il est temps d'y mettre bon ordre, hein, il me semble, c'est-à-dire de vous donner la possibilité de vous exprimer et d'expliquer en quoi ces articles sont, sinon, je dirais, stupides, autant en tout cas mensongers. Non, alors, d'abord, je m'étonne tout comme vous que effectivement des articles assez anciens soient toujours en permanence en hauteur et restent dans les moteurs de recherche en haut. Et alors effectivement, on m'a expliqué, là, les connaisseurs d'Internet, qu'on pouvait en fait payer sur Google de façon à ce que ça reste en haut. Donc il y a quelqu'un qui paye pour que ça reste. Et ça, je me dis donc qu'il y a un acharnement, il y a une volonté de discréditer, mais qui était à la base la raison même de ce genre de publication. Alors ce genre de publication, moi j'ai rien contre le fait qu'on polémique avec des gens, qu'on ne soit pas d'accord avec eux, qu'il y ait des gens qui pensent autrement que moi, je l'admets totalement, mais moi simplement ce que je demande, c'est qu'on admette que moi je puisse penser différemment d'eux. Or l'ennui, c'est qu'il n'y a jamais polémique sur le fond, sur l'idée, sur ce que je raconte moi, il y a simplement des accusations. Alors à peu près tous donnent comme tout de suite, dès le départ, c'est un agent de Poutine, ou bien c'est un représentant de Poutine, de façon à discréditer tout ce que je peux dire, voilà, de façon à ce que les gens ne puissent pas écouter, ou de façon à ce qu'ils soient tout de suite en position de méfiance, bien évidemment. Absolument. Alors bon, évidemment, je ne suis pas un agent de Poutine, mais bon, ça n'importe qui peut l'annoncer, et j'imagine que s'il y a des agents de Poutine, ils vont vous dire la même chose. Mais a priori, les agents de Poutine comme tels,
moi, à part ceux dont c'est la profession, hein, des diplomates ou peut-être des journalistes de publications gouvernementales, Oui. éventuellement, bien que je ne pense pas que dans ce cas-là ce soit des journalistes, effectivement des communicants ou des attachés de presse, peuvent être des agents, entre guillemets. Maintenant, ça c'est le premier point. On veut donc discréditer dès le départ. Ensuite, en passant sur les procédés d'écriture. Alors pour ce qui concerne, vous m'avez parlé de Libération. Oui. Libération, malheureusement, si vous voulez, moi j'ai répondu à Libération. C'était un droit de réponse, si vous voulez. Ils l'ont jamais publié. Et c'est la raison. Ils semblent ne jamais le recevoir. Voilà. Et ça, c'est la raison pour laquelle aussi, en partie, je vous ai accordé cette vidéo de réponse, de droit de réponse, pour compenser ce déni de justice par Libération, hein, parce qu'ils l'ont certainement reçu, votre courrier. Mais... Ah ben, ils l'ont reçu, c'est sûr, oui. Maintenant, et en plus, c'est sur Internet. Moi, je l'ai mis sur Internet, mais comme je ne paye pas pour que ça reste en haut, évidemment, c'est beaucoup plus loin, quoi. Mais j'ai répondu. J'ai répondu, et je peux vous en donner quelques extraits. Alors, notamment, l'auteur, de cet article était une fille spécialisée dans l'antirusse. Elle avait même été correspondante à Moscou, et j'avais interrogé quelques anciens ambassadeurs français de Moscou qui l'avaient connue en tant que guillemets journaliste. Ils ont toujours dit qu'elle s'était toujours acharnée à un peu déformer les choses et à être très systématiquement vindicative, systématique, si vous voulez. Alors bon, je sais qu'elle avait aussi des études, etc. aux États-Unis. Bon, est-ce que c'était une déformation professionnelle? Est-ce que c'était autre chose? J'en sais rien. Le fait est, en tout cas, que à sa décharge, elle avait quand même une chose, c'est que on s'était rencontrés. Alors l'ennui, c'est qu'elle a complètement déformé ce que j'ai pu dire. Enfin, disons qu'elle n'a donné que quelques extraits qu'elle a arrangés à sa sauce et qu'elle a commencé en me présentant comme, et c'est ce que vous voyez d'ailleurs sur Internet à mon propos, comme le descendant d'un policier russe. Oui. C'est quand même fabuleux, bien évidemment, ce qui est sous-entendu là-dedans, et c'est d'une méthode typiquement stalinienne, c'est-à-dire que sous Staline, effectivement, les gens étaient éliminés en raison de leurs ascendances familiales. On considérait comme responsables de ce qu'avaient pu faire vos ancêtres des gens qui étaient nés bien après. C'est mon cas. Il se trouve que mon arrière-grand-père, qui est mort en 1929 tout de même, hein, et qui était effectivement un grand flic qu'on appelait le Sherlock Holmes russe d'ailleurs, qui était typiquement de la police criminelle, avec des tas de relations difficiles, en plus avec ce qu'on appelait l'Okhrana sous le tsar, qui était la police politique de l'époque, si vous voulez. Et évidemment, il y avait les guerres de service, comme il y en a dans beaucoup de polices du monde. Et lui était plutôt du côté donc, de la police criminelle, et il a été un bon flic à son niveau. Moi, je ne l'ai pas connu. En 29, j'étais pas là. Et je vous dis, c'est un arrière-grand-père. Donc vous voyez le procédé. Oui, oui. L'honnêteté du procédé, etc. Bon, comme si vous aviez une proximité intellectuelle avec votre arrière-grand-père que vous n'avez même pas connu puisque vous êtes né sensiblement plus tard. Il y a une proximité intellectuelle parce qu'il a publié des mémoires que j'ai lues et évidemment sur lesquelles j'ai quelquefois travaillé parce que c'est un excellent témoignage sur une société de la Russie d'avant la Révolution où il dépeint, si vous voulez, c'est un personnage qui est un partisan du régime puisqu'il est un haut fonctionnaire du régime tsariste en quelque sorte, mais il dépeint tous les aspects les plus misérables et les plus exécrables de la société de l'époque. Et en plus avec beaucoup de talent littéraire et un bon sentiment humain et sociologique, et même linguistique, je dirais. Donc de ce point de vue-là, pour quelqu'un qui s'intéresse à la Russie et qui s'intéresse à la civilisation européenne en fait, du début du siècle, c'est passionnant. Parce que bien évidemment, il a été reconnu à Genève comme étant, la police de Moscou à Genève, en 1913, a reçu tout de même une distinction comme étant la meilleure police d'Europe par le taux de découverte des crimes. Et ça, c'est grâce à mon arrière-grand-père.
De même, les méthodes qu'il a employées de classification des empreintes digitales ont été utilisées par Scotland Yard et d'ailleurs par la police française aussi. Donc vous voyez, même cette allusion d'un strict point de vue policier est déjà odieuse, parce qu'évidemment elle laisse sous-entendre que, vous voyez, c'est du KGB, du machin, du truc. Enfin, on peut sous-entendre ce qu'on veut au niveau des préjugés, alors qu'il s'agit de complètement autre chose, et encore une fois, que je n'ai même pas pu connaître. Donc voilà les procédés qui relèvent des méthodes staliniennes. Mais bon, on ne s'en étonnera pas, malheureusement, à Libération, il y a aussi cet héritage-là. Donc moi, j'avais répondu, en disant d'abord, qu'est-ce que c'est que ce présumé réseau Poutine, dont je serais un des animateurs. Les réseaux Poutine en question, à mon avis, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je n'en connais pas l'existence. Alors, avant que vous alliez plus loin, Ouais. Dimitri, je me permets d'ajouter un quatrième élément qui va compléter ce que vous venez de commencer de dire, c'est-à-dire cette fameuse professeure en études russes et soviétiques à l'université Rennes 2, qui a obtenu un doctorat en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Paris, Cécile Vessier, qui a d'ailleurs été mis en examen pour diffamation vers le blog Les Crises animé par Olivier Berruyer en mars 2017 pour ses allégations tenues dans le livre Les réseaux du Kremlin en France. Alors j'y reviendrai si vous voulez, parce que je devais m'associer à Olivier Berruyer, et on devait le faire aussi avec Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, pour la poursuivre. Bon, finalement, moi, je n'ai pas donné suite, mais bon, si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi. Revenons à Libération. Je vous en prie. Revenons à Libération. Donc, j'ai écrit mon droit de réponse, Libération. Je vais vous en dire quelques extraits, puisque eux, ils ne l'ont jamais publié. Et puisque malheureusement, ça disparaît, moi, puisque je ne paye pas pour que ça reste en haut, quoi. Alors, je vais mettre, au lieu d'admettre l'existence d'opinions ou d'analyses différentes des vôtres, et afin d'éviter toute discussion et réflexion, c'est un peu ce que je vous expliquais, vous recourez aux méthodes totalitaires que vous prétendez combattre. Vous traitez les dissidents de votre communication mainstream d'agents pour tenter d'avancer, de discréditer leur discours. Oui, moi-même et la plupart des gens que vous désignez à la vindicte de votre lectorat, alors c'est parce qu'ils ont fait tout un dossier donc sur les méchants russes, quoi, ou pro-russes, etc. Alors dedans, il y avait Chevènement, Carrère d'Ancos, Mariani, oui, tout ça. On était tous dans le même sac. D'un certain point de vue, c'est ce que m'ont dit d'ailleurs certains de ceux qui étaient accusés. Ils m'ont dit, mais tu es en très très bonne compagnie. Ce qui n'est pas faux, effectivement. J'étais en assez bonne compagnie. Mais il se trouve que c'est quand même faux. Et que moi, je suis journaliste, je suis pas troll, comme ils disent. Et j'avais aucune raison de ça. Et en plus, j'ai trouvé que leur méthode, leur façon d'accuser, ce que je vous ai dit là, sur le coup de la police, du réseau, du représentant de Poutine, de machin, bon, je trouve que c'est un procédé malhonnête, parce qu'encore une fois, c'est pas un procédé polémique. Moi, je suis d'accord, encore une fois, pour discuter sur le fond. Je suis pas d'accord pour simplement discréditer ou calomnier ce qu'ils font. C'est toute la différence. C'est toute la différence entre une attaque ad hominem et une réponse argumentée sur le fond. C'est que il ne visait pas une discussion dans le fond. D'accord. Voilà, c'est ce que je réponds un peu dans ce courrier que je leur avais écrit. Donc oui, moi-même, la plupart des gens que vous désignez à la vindicte de votre lectorat pensent que l'Union européenne a commis une série d'erreurs et de bêtises dans le dossier ukrainien. Alors je crois que maintenant, ça devient de plus en plus évident. Mais n'oubliez pas que moi, j'écrivais ça en 2014. Oui. Par exemple, en refusant de négocier des aménagements concrets pour l'appartenance de l'Ukraine à 2 zones de libre-échange à la fois. Nous, Union européenne, avons été irresponsables en la forçant à choisir entre la CEI et l'Union européenne. Elle a évidemment besoin des deux. Oui, ces politiques universitaires, chercheurs, académiciens vilipendés par vous estiment pour la plupart qu'il ne fallait pas donner de faux espoirs à la population ukrainienne et encourager dans des buts géopolitiques douteux les tendances les plus extrémistes. Alors ça, maintenant, on sait ce qu'il en est, on sait qui a tiré sur la place du Maïdan et qui a tué la centaine de personnes qui ont servi de provocation. Même la députée ukrainienne
comment s'appelle-t-elle, mon Dieu, le nom m'a échappé là. Mais vous trouvez ça sur stoprussophobie.info. Celle qui a passé quelques mois en prison voilà, en Russie. En Russie, oui, pour une pilote. Oui. Eh bien, elle a elle-même, au moment où elle se faisait arrêter, parce que maintenant elle est arrêtée par les gouvernementaux qui y viennent et les extrémistes, notamment, qui ne cachent pas trop leur appartenance nazie, même si les protecteurs américains leur ont dit d'y aller un peu mollo, de mettre la pédale douce sur les insignes nazis, les commémorations, les marches au flambeau et la commémoration de la division SS Galiciana, par exemple. Hein. Oui. Là, il faut qu'ils y aillent un peu mollo, quoi. Mais bon, il n'empêche que ce sont ces gens-là. Et notamment, elle accuse nommément, elle, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, j'ai plutôt tendance à penser que ça peut l'être, le dénommé Paroubi, qui était donc le grand dirigeant du secteur droit, et qui, semble-t-il, dirigeait justement les francs-tireurs du Maïdan, qui ont tué des policiers et des manifestants. Sauf erreur, elle le dit, hein, il y a une vidéo où elle le dit. Il préside la Rada, hein, je crois. Hein. Et maintenant, il est président de la Rada, absolument. La Rada, c'est le Parlement ukrainien. Bon, je continue ma lettre. Oui, la plupart de ces personnalités pensent que l'Europe a tout à gagner à développer ses complémentarités économiques et culturelles avec la Russie, que l'Europe agit contre ses propres intérêts et habitants en réduisant la diplomatie au degré zéro par l'instauration de sanctions, qu'elle sert les intérêts d'autres pays et continents dont le but est de garder un pouvoir unipolaire et de nous faire payer leur déficit abyssal en créant une zone de libre-échange transatlantique. Alors ça, on peut remercier Trump. Pour l'instant, c'est un peu écarté. Donc ça, voilà, c'est pas mal. Oui. Négocier en secret, qui plus est à l'époque, vous vous souvenez, c'était même en plus négocier en secret. Et c'était exactement, si on reprend bien les choses, c'était la vieille tactique américaine, le coup du libre-échange. Alors là, je vous renvoie, vous savez à qui? À Asselineau. François Asselineau, il a des conférences magnifiques sur l'histoire de l'Union européenne et sur les pratiques nord-américaines au niveau justement du libre-échange. C'est une politique qui remonte au 19e siècle, hein, qui consiste justement à éliminer ou à annexer même des territoires ou des gouvernements, et ils ont fait le coup avec le Canada notamment. Bon, bref. Est-ce que ça suffit pour faire des agents, demandais-je dans cette lettre, pour être un soi-disant réseau de Poutine qui est décidément un loup-garou bien commode pour éviter toute réflexion? La méthode est typiquement totalitaire. Les staliniens l'ont appliquée durant des décennies en décrétant des ennemis du peuple. Orwell l'a décrite dans 1984. Dans mon cas, le totalitarisme des rédactrices atteint des sommets. On stigmatise mes origines familiales, ethniques, un descendant de Russes blancs. Et vous écririez ça à la place de Russe, vous mettriez une autre ethnie ou une autre religion, je vous laisse deviner les suites juridiques qui iraient là. Hein. Bon. Oui. Avec des propos confinant au racisme et à la discrimination. Sur les Russes, on peut y aller. Et pour se rapprocher encore du modèle stalinien qui rendait responsables les enfants des crimes supposés de leurs aïeux, on invoque mon ancêtre mort dans les années 20. C'est simplement odieux. Je comprends que la situation financière de votre journal puisse vous pousser à des excès, mais de grâce, cessez de donner des leçons et d'insulter les gens qui ne conviennent pas à vos commanditaires. Voilà, bon, c'est ce que j'avais écrit, et c'était, si vous voulez, un des éléments de la guerre d'information menée par Libération en permanence, en tout cas contre la Russie. Alors maintenant, vous aviez parlé des Inrocks. Oui. Alors les Inrocks aussi, alors là aussi, dans le boboïsme, soit dit en passant, on est dans la même étendue ou dans le même espace du politiquement correct, etc. Alors, les inrecuptibles, ça s'est passé un peu autrement. Alors, qu'est-ce que disent les inrecuptibles en question? Ils disent que je suis donc un recruteur, un DRH, quoi, pour des publications poutiniennes, bien sûr. C'est un dénommé Anthony Bélanger qui fait ça. Alors, l'ennui, c'est que Anthony Bélanger en question, il a et des copains, et il écrit des articles. Inrecuptibles ne l'ont même pas interrogé. Hein. Ils n'ont même pas vérifié l'information que leur a donnée ce monsieur. Et il parle à la télévision, etc. Il livre ses analyses. Évidemment, comme ça va dans le bon sens, il n'y a jamais de contradiction.
ou jamais en tout cas de gens pour expliquer que bon, il se trompe peut-être un peu. En plus de ça, il donne des leçons de journalisme. C'est assez gratiné, hein, parce que comme propagande, quand même, ça se pose là. Et surtout, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais travaillé dans les organes de presse donc pour lesquels ils m'accusent de recruter. Même, il y a une photo dans leur article où il est écrit que je suis dans les studios d'un truc qui s'appelait Pro-Russia, un studio de télévision. Et effectivement, c'était un site internet qui existait, oui. Pro-Russia, qui n'existe plus. Hein. Je n'ai jamais été dans ces studios. Je ne sais même pas exactement où ils étaient. Je crois qu'ils étaient en Normandie, pour tout vous dire. J'ai rencontré des gens de Pro-Russia qui ont fait des interviews avec moi. Il se trouve que la photo qu'ils montrent là, c'est une photo dans les studios de la radio russe qui m'avait effectivement invité, mais comme j'ai pu être invité sur France 24, sur FR3, sur, je sais pas moi, TV5 ou d'autres. Donc, ça veut rien dire. Et je ne travaillais pas pour cette radio. J'y étais simplement comme invité, comme journaliste français de passage, puisqu'il se trouve que je connaissais bien le rédacteur de la partie française de cette radio. Voilà. Donc ça, même la photo, elle est fausse, si vous voulez. En tout cas, le commentaire de la photo. L'accusation est fausse. Alors c'est amusant parce qu'elle va être reprise ensuite par Cécile Vessé, là, dont vous avez parlé tout à l'heure. Effectivement, j'ai rencontré Anthony Bélanger, effectivement, et je l'ai rencontré dans une occasion où, en fait, j'étais moi-même candidat à un poste parce qu'il y avait 2 filles russes qui étaient venues parce qu'ils étaient en train de monter une radio qui existe d'ailleurs, il me semble, je dis bien, hein, qui ensuite a été liée à Sputnik, l'agence qu'ils ont créée. Encore une fois, je ne travaille pas pour Sputnik, je n'ai pas été sollicité, mais je voulais travailler pour Sputnik et j'aurais avec plaisir travaillé pour RT, non pas comme journaliste permanent, parce que ça va, j'ai donné, mais disons à certains moments, un peu comme avec vous, si vous voulez. Chroniqueur. Ça, je l'aurais fait avec plaisir. Et puis en plus, ça aurait donné un peu de beurre dans les épinards, ce qui, ma foi, n'était pas non plus de refus. Mais bon, c'est comme ça. Je n'ai pas travaillé avec eux, ils ne m'ont pas contacté, mais à l'époque, Sputnik nous avait contacté, nous, quand je dis nous, c'était parce que j'étais avec une boîte où j'avais aidé des amis journalistes qui avaient un studio radio. Ça faisait une agence radio. Ça s'appelait Fabrica News. Et cette boîte voulait louer leur studio à l'équipe justement de Sputnik qui voulait faire leur émission de radio. Donc nous étions en entretien sur l'affaire du studio et moi du coup j'avais posé ma candidature et il y avait 2 filles donc, qui recrutaient plusieurs journalistes potentiellement pour la radio. Donc eux recrutaient effectivement, mais c'était eux qui recrutaient, c'était pas moi. Et moi j'étais candidat. Il se trouve qu'une des 2 filles a été appelée, elle est partie, et elle m'a demandé d'aider l'autre fille, qui n'était pas vraiment journaliste. Il y en a une qui était journaliste et l'autre qui était plus administratrice, quoi. Elle m'a demandé simplement de l'aider à faire les questions, puisque je pouvais traduire. Parce que son français était un peu hésitant, quoi. Donc voilà. Et arrive cet Anthony Bélanger, là, c'est un mec assez prétentieux, assez imbu de lui-même, hein, visiblement. D'ailleurs, ça se voit dans la façon d'écrire et dans la façon d'écrire par slogan, en fait. Hein. Et très vite, il a été évident, hein, de toute façon, à mon avis, qu'il n'aimait pas trop les Russes. Et en tout cas, alors je crois qu'il a une épouse ou ukrainienne ou russe, je ne sais pas exactement, mais enfin, donc il vous dira toujours, ah, comment, moi, russophobe, mais non, voyons, j'ai une russe à la maison, enfin, un truc de ce genre-là. Mais bon, ça ne veut rien dire, malheureusement. Et il a jugé. Alors, effectivement, on s'est engueulé, mais comme journaliste, quoi. Hein. Moi, j'ai eu des discussions avec d'autres confrères ou d'autres consoeurs où on n'est pas d'accord. Il est évident qu'un DRH ne s'amuse pas à discuter sur le fond avec un confrère. Ça me paraît une évidence tellement grande que, bon, ce dont je me rappelle, mais encore une fois, ce n'était pas à moi de le faire, c'était que personne ne lui a rien proposé. Lui, il dit, on va proposer des ponts d'or. Je ne sais pas comment on pouvait lui proposer des ponts d'or, parce que moi, je dois dire, puisque j'étais candidat aussi, on ne m'a jamais parlé de salaire. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils étaient prêts à payer, comment,
Est-ce que c'était des piges, des honoraires, des machins? Je ne sais pas du tout. Mmh. D'autre part, ils ont lui dit, moi j'ai refusé, hein, bien évidemment. Bah, il n'aurait pas refusé parce que personne ne lui a rien proposé. Enfin, à moins qu'il lui ait téléphoné après et qu'il lui ait proposé quelque chose et qu'il a refusé. Ça, j'en sais rien, je ne peux pas le garantir. Mais en tout cas, devant moi, ils n'ont rien proposé du tout. Malheureusement, ils ne m'ont rien proposé à moi non plus. Enfin bon, ça c'est une autre affaire. Mais en ce que j'ai eu comme suite de ce truc, alors je leur ai écrit aussi, hein, eux, alors évidemment, complètement, ils s'en foutent, quoi. Hein. Moi, ce que j'ai eu comme conséquence, c'est que j'ai reçu plein de curriculum vitae. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens, et notamment de journalistes, vous savez la situation, malheureusement, du journalisme en France, hein, bah oui. dans la précarité, dans des salaires qui deviennent de plus en plus minables, dans des situations de boulot où on n'a jamais le temps de vérifier une info, parce que faut courir, etc. Bref, j'ai reçu plusieurs curriculum vitae de gens qui voulaient bosser pour la publication poutinienne, entre guillemets, pour laquelle j'étais censé recruter. Alors j'étais très embêté parce qu'il fallait que je leur réponde en disant ben non, la Reductible, ils ont menti, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Non, je recrute personne, je n'ai même pas de contact. Là encore, j'ai reçu récemment une demande, s'il vous plaît, pistonnez-moi pour entrer à RT. Mais je n'ai pas de contact avec RT. Alors d'ailleurs, s'il y a des gens qui le voient, s'il vous plaît, ne me demandez pas à moi, je n'ai pas de contact avec eux. Je le déplore, je le regrette, hein. Parce que moi, je suis prêt, encore une fois, à bosser avec eux. Donc, c'est pas du tout que je les rejette. Sur le boulot avec RT, j'en discuterai éventuellement avec des gens de RT. C'est pas... mais d'un point de vue journalistique, j'entends. Hein. Mais bon, voilà, c'est tout. Hein. Je trouve qu'ils ont des documentaires très intéressants, hein, RT. Hein, vraiment très intéressants. Et ils ont des journaux, franchement, on apprend plus de choses au niveau de ce qui se passe que beaucoup de journaux qu'on a, nous, hein, malheureusement. De notre service public et même des autres chaînes de télévision. Je ne sais pas si vous regardez les infos, mais des fois, c'est pitoyable quand même. Ah oui, je ne citerai pas une chaîne info très célèbre qui fait pitié à côté, oui, bien sûr, oui, absolument. Moi, je ne sais pas, sur les élections au Mali, par exemple, sur RT, vous en appreniez bien plus que sur les chaînes françaises. Alors qu'il y a plus de Maliens en France, à mon avis. Bon, je comprends aussi, hein. RT a une politique de francophonie, j'imagine, donc ils soignent aussi leur auditoire ou leurs téléspectateurs potentiels en Afrique. C'est plutôt intelligent de leur part. Voilà. Oui, alors, leur reprocher d'être payé par la Russie, oui, mais enfin, dans ce cas-là, pour reprocher aussi à la BBC d'être payé par Londres, à France 24 et à RFI et à France Inter et à France 2 d'être payé par le gouvernement français, et même bon, oui, c'est pas une garantie d'objectivité, hein, d'être rémunéré par la France, l'Angleterre ou les États-Unis. Pas du tout, non, mais justement, c'est une accusation qui est portée contre les Russes, mais alors qu'on oublie complètement pour les autres, ou la Deutsche Welle. Alors, vous vous rendez bien compte aussi que toute répression contre RT va évidemment provoquer des répressions en Russie contre ces organes de presse-là. Donc c'est vraiment pas souhaitable, quoi. C'est vraiment pas souhaitable, ni dans un sens, ni dans l'autre, sans compter, encore une fois, je vous dis, moi, à mon avis, le travail de RT est plutôt intéressant. Et en plus complet souvent que ce qu'on entend sur nos chaînes habituelles, quoi. Bon, enfin bref, ça c'est une autre considération. Et encore une fois, je ne bosse pas avec eux, donc je ne pouvais pas recruter pour eux, ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour le troisième. Et le seul, disons, le seul souci que je peux avoir par rapport à cet article, c'est que je me suis trouvé dans la même pièce que le brave Anthony Bélanger, là en question, et que on n'était pas d'accord, qu'on a discuté. Je n'étais pas DRH, donc je pouvais discuter. Et moi-même, j'étais là parce que j'avais affaire là avec cette agence qui voulait louer son studio à la radio, là, enfin aux deux filles. Je ne me souviens pas de quelle étiquette elles étaient d'ailleurs. Je ne sais même pas, vous voyez. Donc, c'était pas du tout, on n'était pas là-dedans. Bref, je n'ai pas travaillé pour eux, donc je ne pouvais pas recruter pour eux. Qu'est-ce que vous m'aviez demandé encore? Qu'est-ce que vous aviez vu sur agression en mon encontre?
Ben, en fait, c'est surtout ces quatre-là, hein, c'est-à-dire que vous avez Libération, les Inrocks et une reprise des Inrocks par Conspiracy Watch. Et puis Oui, vous bon, aviez ça, Cécile Vessier qui a écrit ce bouquin alors, qui ah met oui, tout le voilà, monde. Cécile Vessé. Alors oui, on a oublié de parler d'elle. Alors effectivement, alors oui, elle est poursuivie par Olivier Berruyer, à juste titre, bien évidemment. Elle est aussi poursuivie par un monsieur qui s'appelle Georgi Shepelev, qui est quelqu'un qui m'a succédé à ce qu'on appelle le Conseil du Forum des Russes de France, du Conseil de coordination du Forum des Russes de France. Mhm. Alors, c'est une des choses qu'elle attaque, la brave Vessier. Elle aussi, elle a un prétendu réseau du Kremlin, etc., effectivement. Alors, encore une fois, là, on laisse entendre n'importe quoi, on s'adresse aux préjugés les plus vivaces. C'est pas très universitaire hein, comme démarche hein, de sa part, je C'est trouve. complètement, mais alors là, c'est tout ce que vous voulez, sauf universitaire. Et là aussi, moi, j'ai écrit une réponse que j'ai mise sur Internet, et je pense, c'est de là on peut la trouver. On peut la trouver. Je vais vous en lire quelques extraits, si vous voulez. Oui. Mais dedans, il y a plusieurs attaques, là aussi, à Dominem, et puis, évidemment, en général, contre les Russes. Alors là, je la plains un peu, cette brave dame, parce que elle est quand même prof de russe. Elle a... alors, on m'a toujours dit... oui, mais en fait, oui, elle est prof de russe, mais enfin, elle a été ça parce qu'elle a un énorme piston, parce qu'en fait, elle n'est pas agrégée, parce que, alors moi, je ne connais rien à tout ça, c'est leur salade d'universitaire, mais simplement, j'en parle simplement parce qu'elle, elle fait preuve d'un mépris vis-à-vis de ses collègues avec lesquels elle n'est pas d'accord, qui me paraît, enfin, assez peu courtois, hein, pour tout dire, et un C'est peu pas déplacé. c'est pas l'attitude de quelqu'un qui a la certitude que ses arguments sont valables. Hein. Bah, non, En évidemment. général. Hein. Donc, bon, c'est un pamphlet. C'est un pamphlet auquel elle a droit. Hein, elle a droit. Hein. Moi, là, mais bon, dans la mesure où il y avait beaucoup de choses fausses à mon égard et de calomnies. Donc je pouvais attaquer, et je m'étais entendu avec Olivier Berruyer, nous avions pris contact avec l'avocat, moi j'ai consulté 4 avocats pour tout dire, hein, pour voir si je faisais ou non, si je faisais des poursuites ou non. Comme je vous l'ai dit, Jean-Luc Mélenchon aussi a pensé à un moment à poursuivre, et puis finalement Mélenchon a laissé tomber parce que il s'est dit que bon, de toute façon ce bouquin ne marchait pas du tout, et que ça allait lui faire de la pub si lui faisait un procès. Ce qui est vrai. Et c'est donc il a laissé tomber. Moi, du coup, j'ai laissé tomber aussi, parce que moi, je suivais Mélenchon dans l'histoire. Et Olivier, pour lui, c'était plus important, si vous voulez, que pour moi. Parce que, bon, moi, à la limite, bon, je m'en fiche. Et d'autre part, il y a un autre aspect des choses qui est quand même très embêtant, c'est que ça coûte vachement cher, tout ça. Eh oui. Moi, j'ai pas trop les moyens. Alors, je pouvais attaquer en première instance, mais ça allait durer un temps fou. Et d'ailleurs, vous savez que le procès là, avec Berruyer, c'est en 2019. Aïe, aïe, aïe. Alors que le bouquin, il date de 2015, je crois. Vous vous rendez compte un petit peu? Donc la plainte a été déposée dans les 3 mois, comme c'est exigé en matière de calomnie et de presse. Et le procès aura lieu en 2019. Alors vous avez le temps de vous torturer. Hein. En plus de ça, ça veut dire que les avocats, ils prennent des sous jusqu'à ce qu'il y ait le procès. Et puis là, ça va durer. Hein. Alors bon, celui avec lequel on s'était entendu, avec lequel s'est entendu Olivier, il était très bien, cet avocat, mais donc il y avait un forfait, on voyait à peu près où on allait. Mais l'ennui, c'est qu'après, il paraît que quand ils font appel, il faut que vous suiviez. Et là, il faut que vous payiez aussi. Ouais. Et là, moi, je ne pouvais plus. Moi, je ne peux plus. Alors, c'est peut-être idiot de le dire sur Internet, parce qu'on se dit, ah ben, on peut y aller là, on peut l'attaquer tant qu'on veut, parce que de toute façon, il n'a pas les moyens de se défendre. Bah, c'est-à-dire que c'est probable, ils ne vont pas le faire de la même manière qu'ils l'ont fait en 2014, hein, parce que il faut quand même rappeler que depuis le temps, les choses ont terriblement changé en Ukraine, hein, que beaucoup de gens se sont rendus compte que le Maïdan c'était une farce, une très mauvaise farce, néo-nazi, que maintenant... Malheureusement, ceux qui s'en rendent compte les premiers, c'est les Ukrainiens. Et oui. Mine de rien, ils sont obligés de partir d'Ukraine pour arriver à vivre. Oui. Parce qu'il n'y a plus de boulot, parce qu'il y a comment ça s'appelle, la hryvnia s'effondre complètement. L'économie. Enfin bref, il n'y a plus rien, quoi. Et même les armes que leur livrent les Américains, il y a des petits malins qui se sont débrouillés pour les revendre. Vous voyez,
Non, c'est malheureusement complètement tragique pour un pays magnifique. L'Ukraine, c'est un pays magnifique. Ouais, qui est en train de s'effondrer, ouais. Ouais, complètement. Je voulais faire référence à Paul Morera, qui est un journaliste français, auteur d'un très bon reportage qui démystifie la pseudo-révolution de Maïdan, en particulier en mettant en exergue le massacre d'Odessa qui s'est produit le 2 mai 2014. Donc j'imagine bien que Libération, les Inrocks et compagnie vont peut-être pas vous attaquer de la même manière, ou d'autres de la même manière qu'à l'époque, parce que leur crédibilité en prendrait certainement un grand coup quand même. Hein. Les informations sur ce qui se passe en Ukraine commencent à être sues partout, et c'est plus l'information schématique qu'on nous donnait en 2014. Hein. Alors, sur Morera, c'est très intéressant que vous citiez ça, effectivement, parce que notamment Morera, donc, c'est un documentaire qu'il a fait, oui. qui est très bon, hein, il a pu présenter le massacre d'Odessa 1 an ou 2 ans après qu'il se soit produit, comme si c'était un scoop et une découverte. C'est fabuleux. Alors que tous ceux qui suivaient réellement les choses savaient que ça s'était passé, et vous avez plein d'images sur Internet qui montrent la façon dont les nazis qui avaient été effectivement amenés là, à Odessa, autour de la Bourse du Travail, achevaient les gens qui se jetaient par la fenêtre pour échapper à l'incendie qui avait été ou allumé ou qui a été déclenché par des cocktails Molotov, enfin peu importe. Mais en fait, toutes ces monstruosités, la femme étranglée avec un fil de téléphone, enceinte, enfin, etc., ou peut-être pas enceinte, je sais pas. Voilà sur quoi ils ont polémiqué en disant « Ah, mais en vérité, elle n'était pas enceinte. » D'accord, elle n'était peut-être pas enceinte. Enfin, égorger une femme avec un fil téléphonique et la mettre sur un bureau, c'est quand même pas vraiment sympathique. C'est nazi. Donc, bref, on était dans la 50aine de morts. Il ne fallait pas dépasser le 50 parce que là, il y aurait pu y avoir une enquête de l'ONU. Donc, on a fait très attention à ça. Et en tout cas, il y a eu blackout total dans la presse française, malheureusement. Et Morera a pu le présenter comme un scoop, comme une découverte. Il a aussi évoqué, il n'a pas été très loin, il a aussi évoqué le fait que c'était en fait des gens du secteur droit, donc le parti qui a fait le coup d'État le lendemain, ou le surlendemain, contre Yanukovych, qui a en fait tiré et tué la centaine de personnes qui sont aujourd'hui présentées comme les victimes du président Yanukovych. Ce qui n'est pas vrai. Moi, j'ai aucun sentiment de sympathie vis-à-vis de Yanukovych, et en plus, sa conduite ne me paraît pas être la plus courageuse qui soit, même si Allende, qui lui a eu une conduite courageuse, ça n'a pas été beaucoup plus utile que celle de Yanukovych. Donc, il pourra vous répondre tout ce qu'il veut. Il y a des témoignages de snipers. Eh bien, quand il a fait son documentaire, qui est passé à 23h30 sur Canal+, payant, eh bien, il a provoqué, une protestation par l'ambassade d'Ukraine, qui a voulu le faire interdit, et alors là, je dois dire, c'est dramatique, par un ensemble de journalistes qui faisaient justement la couverture de l'Ukraine, de la manière qu'on sait, puisqu'ils n'avaient même pas parlé d'Odessa, qui ont protesté contre ce documentaire et qui voulaient lui aussi le faire interdire. Alors que des journalistes demandent à ce qu'on interdise un élément d'information comme ça, je trouve que vraiment, ils ont signé le fait qu'ils n'appartenaient plus à cette profession. C'est une honte. C'est une honte. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Hein. Et qu'il y en a encore quelques-uns qui sont encore correspondants, ou en Russie, ou en Ukraine. C'est odieux. Et je pense que le documentaire de Morera, effectivement, est un bon documentaire. C'est un mec qui découvrait un petit peu, mais c'est un bon documentariste et c'est un journaliste honnête. Voilà. Même ça, ça a été interdit. Et quand on reproche aux Russes de vouloir faire interdire, de ne pas laisser une liberté de médias, etc., quand même, j'ai demandé, moi, à l'ambassade de Russie, du coup, est-ce qu'il vous était arrivé d'intervenir auprès des médias français ou des patrons comme Bolloré, parce que l'ambassade d'Ukraine a intervenu auprès de Bolloré directement, hein, ah oui, carrément. Qui a maintenu, là, c'est tout à son honneur, il a quand même maintenu la programmation de ce documentaire. Ça n'a pas été le cas sur Arte, où il devait y avoir un film
sur l'affaire Magnitsky. C'est encore une autre affaire. Vous avez tout sur stoprussophobie.info. Les Américains ont commencé leur campagne anti-russe avec cette affaire Magnitsky, qui en fait s'est révélé être un montage, là aussi complètement. Et on va en reparler de l'affaire Magnitsky parce que à Helsinki, Poutine a fait allusion à cette affaire en disant, en proposant à Trump un échange d'interrogations par leurs services secrets respectifs. Oui. Pour ce qui est de Trump, sur les gens accusés de s'être mêlés des élections américaines, et du côté de Poutine, sur justement l'affaire Magnitsky et l'oligarque qui a déclenché cette affaire, qui en fait est britannique, de passeport, mais qui a aussi du business aux États-Unis. Donc voilà, les affaires dont on va sans doute reparler. Les Russes m'ont affirmé qu'ils n'étaient jamais intervenus auprès de médias français, alors que Dieu sait que des trucs anti-russes, ils en ont toutes les semaines, voire tous les jours. On l'a un petit peu moins depuis le championnat du monde. Les Ukrainiens, eux, oui, grands démocrates, grands Européens, oui. Ils osent intervenir et on ne proteste pas, on ne dit rien. Des journalistes osent intervenir et ça passe. C'est fabuleux quand même. Donc oui, cette affaire Morera, elle est très intéressante. Et malheureusement, la dissimulation du massacre d'Odessa, il a existé. Alors, d'autres choses que dit Vessier. Alors, elle reprend en gros tous les mensonges qui ont été dits. Alors, donc, le troll du Kremlin, le machin. Elle parle de ce fameux forum des Russes de France que nous avons organisé effectivement entre diverses associations d'amitié franco-russe. Il y en a pas mal en France. Et puis, il y a des vieilles associations qui datent encore de l'émigration blanche, alors dont je suis accusé d'être un des membres et représentants, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, puisque mes grands-parents ont été chassés par les bolcheviks, effectivement, de Russie. Et puis, les autres vagues d'émigration, comme on a dit, voire de gens qui sont simplement installés en France, puisque la quatrième vague, c'est-à-dire ceux qui sont venus dans les années 90, sont venus simplement en raison de la situation, disons, désordonnée et de l'économie complètement chancelante, voire même effondrée, de la Russie dans les années 90. Qu'on aime tant, pourtant, commémorer en disant là au moins c'était bien parce que les Américains ils faisaient tout ce qu'ils voulaient en Russie. Quand ils ont fait ce qu'ils ont voulu, c'était pas très bien pour les Russes. Alors sur l'affaire de l'accusation de poutinien, machin, représentant poutinien, etc. Alors moi, ma position, elle est en fait une position de défense de la souveraineté française et européenne. Je n'ai pas, si vous voulez, je crois que Poutine n'a pas besoin de gens pour le défendre. Il peut se défendre lui-même, et je pense qu'il le fait d'ailleurs pas trop mal. Du point de vue de la géopolitique et de sa politique extérieure, je trouve qu'elle va dans notre intérêt de l'Europe, de la France, et je pense que nous devons jouer les complémentarités, comme je l'ai lu dans la réponse que vous avez faite à Libération. Nous devons jouer les complémentarités entre la Russie et l'Europe occidentale.